Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer sur BSC Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici le principal titre. Sous le haut patronage du président de la République, la vice-primature du plan a organisé ce jeudi 18 juin 2020 la cérémonie du lancement du programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Présent dans la salle Salon Congo, le président Félix Tshisekedi a officiellement lancé ses programmes. Et puis, coronavirus en République démocratique du Congo, jusqu'au jeudi 17 juin 2020, les cumuls des cas est de 5283, parmi lesquels 183 nouveaux cas confirmés. Le nombre de total des décès est 117. Enfin, délabrement de la route Matadi dans une avenue du quartier Grand Malik, l'équipe de BSC Télévision est allée faire les constats ce jeudi 18 juin 2020. Ce tronçon routier a urgemment besoin d'être réfectionné car il s'y crée des embouteillages capables de créer des accidents. Sous le haut patronage du président de la République, la vice-primature du plan a organisé ce jeudi 18 juin 2020 la cérémonie du lancement du programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Présent dans la salle Salon Congo, le président Félix Tshisekedi a officiellement lancé ses programmes. Sami Bosongo. Sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Tshisekedi, la vice-primature du plan a organisé ce jeudi 18 juin 2020 dans la salle Salon Congo du Grand Hôtel la cérémonie du lancement du programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19, PMUAIC-19 en sigle. L'objectif de cette cérémonie a été d'assurer une plus large appropriation de l'ensemble du processus de mise en œuvre du PMUAIC-19 et de baliser le chemin pour son financement. La cérémonie a été essentiellement consacrée à la présentation du programme par la vice-première ministre du plan, Élisée Minemwe. Celle-ci, au cours de son intervention, a axé son discours sur le contexte de l'élaboration du programme, la méthodologie qui a guidé son élaboration, le contenu du programme, son coût et son financement, ainsi que le mécanisme de sa mise en œuvre et les dispositifs de pilotage. Ma présentation va porter sur les points ci-après. Le contexte et objectif du programme multisectoriel d'urgence d'atténuation de la COVID-19 en République démocratique du Congo, la méthodologie d'élaboration de ce programme, les contenus du programme, le coût et financement du programme et enfin le mécanisme de mise en œuvre et dispositif de pilotage. Avant la fin de la cérémonie, la parole a été accordée au chef de l'État qui, après son bref discours axé sur l'historique de ce qui a été fait sous son égide dans le cadre de la riposte contre la Covid-19, a procédé au lancement officiel de ce programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19. En particulier sur le plan économique et social. Le lancement de ce programme d'urgence intervient dans un contexte tout particulier en considération de ce qui précède. Je déclare officiellement lancé le programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19 en République démocratique du Congo.
ont été présents à la cérémonie, outre le chef de l'État, le Premier ministre Sylvestre Ilunga, les membres de son gouvernement, les 2 présidents de 2 chambres du Parlement, les membres du comité PMUAIC 19, le président du Conseil économique et social, les membres de la Task Force présidentielle, les membres du comité exécutif du groupe coordination des partenaires GCP élargis à la Banque mondiale, au FMI, au PNUD et à la BAD, 2 représentants des organisations de la société civile et 3 représentants du secteur privé. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part mercredi 17 juin 2020 au sommet Chine-Afrique tenu en vidéoconférence. Félix Tshisekedi a d'emblée loué l'initiative de ce sommet et affirmé que cette pandémie constitue une réelle menace à la paix, à la sécurité et à la santé des populations. Je sais qu'Alamba nous en dit plus. En sa double qualité de premier vice-président de l'Union africaine et représentant de la zone Afrique centrale, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé activement mercredi 17 juin au sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre la Covid-19 présidé depuis Beijing par le président chinois Xi Jinping. Organisé par liaison vidéo, ce sommet est conjointement proposé par la Chine, l'Afrique du Sud qui assure la présidence en exercice de l'Union africaine et le Sénégal, pays qui co-préside le forum sur la coopération sino-africaine. Dans son exposé, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a mentionné les défis majeurs auxquels est confronté le pays, à savoir l'insuffisance de ressources financières pour une prise en charge gratuite des patients, la réalisation des tests à grande échelle, les déficits de structures de santé, la gestion de transport de malades, la gestion de ressources humaines de pointe, etc. La RDC, a assuré le chef de l'État, réaffirme son adhésion à la politique commune et l'action concertée de l'Union africaine fondée sur la nomination des envoyés spéciaux pour mobiliser les ressources auprès de partenaires, de même que la RDC demeure reconnaissante de l'Organisation mondiale de la santé pour sa contribution. Dans son audience de ce mercredi 17 juin 2020, la Cour constitutionnelle a rendu public plusieurs arrêtés sur différents dossiers examinés, notamment de Jean-Marc Akabound qui a été débouté par la haute instance judiciaire. Ses avocats promettent de saisir la Cour de cassation. Un élément de Christelle Genda rendu par Samy Bossongo. Peine perdue pour Jean-Marc Abound, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, après l'introduction de sa demande à la Cour constitutionnelle en annulation de la décision de sa déchéance du poste qu'il occupait au sein du bureau de la Chambre basse du Parlement. En effet, c'est le mercredi 17 juin 2020 que la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt de rejet de cette requête qu'il a été déclaré recevable mais non fondé. Écarté de son poste le 25 mai, Jean-Marc Abound saisira le Conseil d'État pour dénoncer des irrégularités administratives, de même que la Cour constitutionnelle. Le Conseil d'État ordonnera le 10 juin 2020 la suspension de l'élection du remplaçant de Kabound à l'Assemblée nationale, prévue le vendredi 12 juin 2020. La Cour constitutionnelle est la seule juridiction capable d'abroger une décision de la plénière de l'Assemblée nationale. Cependant, en sa qualité du président AI de l'UDPS, Jean-Marc Abound a procédé à la nomination des 6 secrétaires généraux adjoints au sein de sa formation politique hier, mercredi 17 juin 2020. Dans le même registre, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour examiner la requête du sénateur Bahati Lukwebo et son AFDCA dans l'affaire de la déchéance des députés AFDCA restés fidèles à Joseph Kabila Kabange. Ces députés détiennent la paternité du groupe parlementaire AFDCA. Liavel Ozolo nous en dit plus. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente d'examiner la requête en inconstitutionnalité des députés de l'AFDCA dont Néné Koulou est autorité morale déposée par les sénateurs Bahati Lukwebo et sa bande.
Une occasion pour la ministre d'État en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale, Nenen Koulou, de se montrer une fois de plus réconfortée par ce énième échec subi par le Baptiste. Ces arrêts de la Cour constitutionnelle démontrent de quel côté se trouve la vérité, a tweeté ce mercredi l'autorité morale de l'AFDCA, Nenen Koulou. On satisfait également pour Nenen Koulou qui confirme que son regroupement politique, qui a la paternité du groupe parlementaire, est un et indivisible. Ce n'est pas la victoire d'un camp contre un autre. C'est la victoire de l'AFDCA qui reste un et indivisible, précise-t-elle. Elle en appelle ainsi à tous ses camarades députés nationaux et provinciaux au travail pour l'intérêt de la population. Nous rappelons à tous nos députés nationaux et provinciaux leur devoir est de travailler davantage pour les besoins de la population qui ont toujours été leur priorité, conclut-elle. Rappelons que dans son arrêt de ce mercredi, la Haute Cour a prononcé son arrêt indiquant qu'il s'agit d'un conflit de leadership et de ces faits, elle s'est montrée incompétente de traiter ces dossiers. Ainsi, aucun membre de l'AFDCA, dont la ministre est autorité morale, ne perdra son mandat à l'Assemblée nationale, comme le voulaient les sénateurs Bati Lokwebo et compagnie. Parlons éducation à présent, le ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST en sigle, Willy Bakonga a répondu mercredi 17 juin 2020 à la question orale lui adressée par la sénatrice Isabelle Kabamba sur la gratuité de l'enseignement. Espérance Louveau nous c'est ses reportages. Willy Bakonga, ministre d'État et de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a répondu mercredi 17 juin 2020 aux questions orales avec débat lui adressées par la sénatrice Isabelle Kabamba sur la gratuité de l'enseignement et sur les infrastructures scolaires. Cette question a suscité un intérêt des sénateurs qui se sont étalés autour des débats, soulevant d'autres préoccupations, notamment les difficultés actuelles dues à la COVID-19, la problématique de la paie des enseignants, la question des différents services de ces ministères, entre autres le service national d'identification des élèves, service de contrôle de la paie des enseignants, la situation de nouvelles unités et de non payés. Ici, il est noté que 34 sénateurs sont intervenus pour une centaine de questions. Le ministre d'État et de l'EPST, Willy Bakonga, a une semaine pour revenir répondre aux préoccupations des élus. En attendant, les sénateurs disent avoir apprécié les réponses du ministre. Les patrons de l'EPST étaient accompagnés de son vice-ministre Didier Bundibou. Corneille Nangai Yebelo, président de la CENI, a déposé ce mercredi le dernier rapport de son institution au bureau de l'Assemblée nationale. Une plénière sera convoquée pour examiner ces rapports. Les détails avec Liévin Louzolo. C'est ce mercredi 17 juin que le président sortant de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Corneille Nangai, a déposé les rapports finaux 2019-2020 au bureau de la Chambre basse du Parlement, accompagné de certains membres de la CENI. Il faut souligner que c'est le dernier rapport que Corneille Nangai était venu déposer au bureau. Pour rappel, le premier rapport était déposé le 30 octobre 2019. Ce premier rapport reprenait toutes les activités de la Commission électorale nationale indépendante de 2011 à avril 2019, notamment la cartographie électorale des électeurs et l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, sénatoriales et des gouverneurs et vice-gouverneurs. À ce stade, il n'y a que le bureau de la Chambre basse du Parlement qui puisse programmer une plénière pour l'audition du rapport final de la CENI par les députés nationaux. Il faut également souligner que Corneille Nangai est à la fin de son mandat à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. C'est pourquoi les confessions religieuses sont en pourparlers pour désigner les remplaçants de ce dernier. Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse célébrée le 17 juin de chaque année, le ministre de l'Environnement et Développement durable, Claude Nyamugabo, a adressé un message de sensibilisation aux Congolais. Suivez cet extrait choisi par Josué Kalamba. Chers compatriotes,
Le 17 juin de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Cette journée constitue une opportunité de rappeler à chacun qu'il est possible d'endiguer la dégradation des terres grâce à un engagement fort de toute la communauté et à tous les niveaux. La désertification n'emporte pas seulement la transformation de la terre en désert, mais elle vise également la dégradation des terres suite à divers facteurs, parmi lesquels les activités humaines et les variations climatiques. Il est donc important d'axer nos efforts sur les changements des comportements pour faire face aux 10 facteurs. Le thème retenu cette année est aliments, fourrage, fibres, thème qui interpelle sur le lien intrinsèque qui existe entre la production, la consommation et les terres. La commémoration de cette journée coïncide cependant avec la période difficile que traverse l'humanité confrontée à la Covid-19. Très chers compatriotes, la République démocratique du Congo, notre pays, est fortement engagée aux côtés d'autres États de la planète dans les efforts de lutte contre la dégradation des terres et la sécheresse. Elle s'est notamment engagée à restaurer 8 millions d'hectares de terres dégradées et déboisées dans le cadre du défi de Bonn, avec l'objectif planétaire de restaurer 150 millions d'hectares de terres dégradées et déboisées d'ici 2030. C'est ici l'occasion de saluer l'action de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à travers l'initiative présidentielle dénommée Jardin scolaire, 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Le gouvernement de la République bénéficie de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers dans ce secteur. Ainsi, grâce notamment à l'approche programmatique du Fonds pour l'environnement mondial, l'initiative pour la restauration, déclinée en une dizaine de projets nationaux, pourra créer des synergies et renforcer les partenariats clés en vue de faire des économies d'échelle et d'accroître l'impact de ce programme. Chers compatriotes, l'évaluation du niveau de mise en œuvre de notre engagement de restauration de 8 millions d'hectares d'ici 2030, le renforcement du cadre juridique et institutionnel de restauration des paysages forestiers, ainsi que la mobilisation des parties prenantes et des différents partenaires sont autant d'atouts que le gouvernement de la République s'emploie à capitaliser dans le cadre de la restauration des paysages forestiers. Et cela en vue de rendre effective la lutte contre la désertification et la sécheresse, aspect valorisé au cours de cette journée mondiale. Coronavirus en République démocratique du Congo, jusqu'au jeudi 17 juin 2020, le cumul des cas est de 5283, parmi lesquels 183 nouveaux cas confirmés. Le nombre de total des décès est 117. Merveille Bavabebaye signe ces reportages. 45 nouveaux patients sont guéris de l'infection à Covid-19 et 183 nouveaux cas confirmés qui portent le cumul des cas à 5889, parmi lesquels un cas non probable, indique le bulletin du secrétariat technique du comité multisectoriel en charge de la riposte contre Covid-19 en RDC. Sur un total de 569 échantillons testés, 458 cas suspects ont été détectés par investigation,
ainsi que 2 nouveaux décès ont été signalés dans le même bulletin. Le pays compte désormais 117 personnes ayant perdu la vie des suites de la Covid-19. 11 des 26 provinces sont touchées par ces fléaux du siècle. Kinshasa, l'épicentre de la maladie, compte 4772 cas, le Congo central 249 cas, le Sud Kivu 108 cas, le Haut-Katanga 87 cas, le Nord Kivu 56 cas, la Tchopo 3 cas, l'Ituri 2 cas, le Kwilu 2 cas, le Kwango 1 cas, le Olomami 1 cas, ainsi que la province de l'Équateur qui en compte 1. Depuis le début de la pandémie de Covid-19 déclarée le 10 mars 2020, la République démocratique du Congo a 5283 des cas de coronavirus. Ces personnes sont soumises au traitement médicamenteux et sont prises en charge par le personnel soignant. Est-ce que ce personnel soignant est bien rémunéré? Est-ce qu'il reçoit ses primes? La maladie est-elle réelle ou fictive? Tentative de réponse avec le docteur Trésor Kazadi, médecin senior de l'aire de santé du quartier Lingwala à Bandalungwa. Actuellement, la prise en charge se porte mieux pour le Covid, surtout sur le plan de prise en charge. Vous pouvez vous imaginer aujourd'hui les taux de mortalité par rapport au pourcentage du Covid qu'on a investigué et prélevé, testé positif ici au Congo, bien sûr, aussi au Congo, les taux reviennent au moins de 1%. C'est inférieur à 1%. Donc l'aspect prise en charge est au moins bien réalisé par rapport à certains pays. Bon, pour la protection, c'est une notion universelle. C'est une notion universelle recommandée par l'OMS et le ministère de la Santé. On nous a toujours demandé de respecter les gestes et barrières. Donc, la personne doit toujours porter ses masques. Il doit toujours laver ses mains. Il doit toujours parler avec une personne avec une distance de 1 mètre. Et il peut toujours se porter volontaire pour le prélèvement du test à Covid-19 vient juste après, parce que nous devons d'abord respecter notre serment. Mais l'État congolais fait quand même certains efforts, mais avec tant de difficultés, que nous également nous les constatons. Nous ne pouvons pas nous laisser faire, c'est juste qu'on demande à l'État congolais, ce n'est pas une pandémie comme toutes les pandémies. Nous sommes au front et c'est vraiment difficile. Et l'État, je crois très bien avec la part du ministre, il y aura toujours des améliorations, quelles que soient les difficultés que présente actuellement l'État, surtout par rapport à l'état économique actuellement au monde, qui pose vraiment problème. Le mot de la fin que je dois annoncer à tout le monde actuellement là, en commençant au président de la République, et à sensibiliser, à mobiliser, à motiver le personnel soignant, même le personnel malade ou la population tout entière, pour le risque que nous courons actuellement là. Et pour la population, on leur juste demande de respecter les gestes et barrières. Car le coronavirus existe réellement. Il existe réellement, surtout dans notre pays et surtout dans notre milieu. Ici, chez nous, à Bandal, où je suis responsable de l'aire de santé, à moi personnellement, je puis investiguer et on a prélevé par l'équipe du prélèvement et les tests se sont revenus positifs. Plus de 20 cas ici, juste dans le quartier Lingwala à Bandal, qui sont testés positifs. Donc, la pandémie existe réellement et nous devons toujours laver nos mains, mettre nos masques et parler toujours en distance. Le ministre national de la Santé, le docteur Eteni Longondo, est arrivé à Goma ce mercredi 17 juin 2020 pour évaluer la riposte à la pandémie de Covid-19 dans la province du Nord Kivu. Alice Kabangu signe ce reportage.
Le ministre congolais de la Santé publique, Dr Eteni Longondo, est arrivé dans la ville de Goma ce mercredi 17 juin 2020 en vue de s'enquérir sur l'évolution de la riposte contre la pandémie de Covid-19 dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. À son arrivée, le Dr Eteni a réuni les différents services impliqués dans la lutte contre la Covid-19. Au dire du ministre Longondo, son arrivée consiste dans l'évaluation de la lutte contre la Covid-19 et aussi dans l'appréciation de l'évolution de l'épidémie d'Ebola. Il a par ailleurs annoncé la fin de l'épidémie d'Ebola à Beni le 24 juin prochain. La peine demandée par le ministère public contre l'évêque Pascal Mukuna dans l'affaire qui l'oppose à Mami Chibola est de 20 ans de prison pour viol, 2 ans pour menace de mort ainsi que d'une amende de 15 millions de francs congolais pour détention illégale des documents parcellaires. Alice Kabangou signe ses reportages. L'audience consacrée aux plaidoyeries du procès opposant l'évêque Pascal Mukuna à Madame Mami Chibola, épouse de l'un de ses anciens collaborateurs, s'est tenue mercredi 17 juin à la prison centrale de Makala. Dans son réquisitoire, le ministère public a requis 20 ans de prison pour viol contre Pascal Mukuna, 2 ans pour menace ainsi qu'une amende de 15 millions de francs congolais pour détention illégale de documents parcellaires. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu a pris l'affaire en délibéré et attend s'y prononcer dans le délai légal ce 25 juin. Rappelons que le responsable de l'église Assemblée chrétienne de Kinshasa, ACK en sigle, est en détention préventive à la prison centrale de Makala depuis le 14 mai 2020 pour viol, détention illicite de documents parcellaires et menace de mort. Après l'annonce officielle par le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Célestin Tunda Yakasende, des résultats de l'autopsie du défunt juge Raphaël Yanni, la famille biologique de ce dernier n'est pas convaincue et exige une contre-expertise. Suivez ces commentaires de Merveille Bava Bebaye. À travers une déclaration rendue publique mercredi 17 juin 2020, la famille biologique du défunt juge Raphaël Yanni a contesté les résultats de l'autopsie de leur frère officiellement annoncés par le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Célestin Tunda Yakasende. Selon la famille du défunt, la thèse avancée par le ministre de la Justice vient contredire les deux premières, du fait que la garde qui lui avait été accordée pour sa protection ne s'est pas plaint auprès de son épouse. L'abbé Patrick Chamba, frère du défunt, affirme avoir reçu de la part de l'autorité congolaise une version différente selon laquelle il s'est trouvé une substance toxique dans le corps du défunt et qu'il n'est resté le dernier test pour en déterminer la nature. En revanche, l'association congolaise pour l'accès à la justice réclame une contre-expertise internationale. Le ministre de la Justice avait officiellement annoncé que le juge Raphaël Yanni serait mort d'une hémorragie intercrânienne. Célestin Tunda Yakasende a promis l'ouverture d'une enquête pour meurtre dans le but d'élucider les circonstances de la mort du juge Raphaël Yanni, qui était président du tribunal dans l'affaire Vital Kamere et consorts. Délabrement de la route Matadi dans une avenue du quartier Gramalik, l'équipe de BSC Télévision est allée faire les constats ce jeudi 18 juin 2020. Ce tronçon routier a urgemment besoin d'être réfectionné car il s'y crée des embouteillages capables de créer des accidents. Christelle Genda et Généreuse Essengo. Le constat fait ce jeudi 18 juin 2020 par la rédaction de BSC Télévision est très amer sur ces tronçons de la route Matadi au quartier Gramalik dans la commune de Ngalima. Des nids de poules se sont formés depuis un certain temps, ce qui cause d'énormes embouteillages. Les Quinois habitants aux alentours pointent du doigt accusateur le manque de volonté de la part des autorités. Celles-ci sont appelées à vite intervenir avant que les conséquences le plus catastrophiques ne surviennent sur ces tronçons routiers. Fatigués d'interpeller les autorités, ces Quinois ont refusé de se confier à la caméra de BSC Télévision. Car pour eux, rien ne fera quel que soit l'apport de médias. Si la saison de pluie n'a pas permis la réparation de ces tronçons, la saison sèche s'offre aux autorités pour réparer cette route.
Et pour finir, une nouvelle attaque des éléments des ADF mercredi 17 juin 2020 à Kanana, à 3000 km de la localité de Alungupa, territoire de Béni, au nord Kivu. Le bilan fait état de 4 personnes, dont 2 femmes et 2 hommes. Espérance Levono nous en dit plus. Le milicien ougandais des ADF ont frappé dans la localité des Alungupa, territoire de Béni, dans la province du Nord Kivu, mercredi 7 juin 2020. Les assaillants ont abattu 4 personnes, dont 2 femmes, vers 9 heures. Ces victimes ont été exécutées par balle ou par machette alors qu'elles se trouvaient au champ, affirment de témoins. Les rebelles ougandais ADF ont repris leur incursion aussi dans la localité de Rugechi le mardi 16 juin 2020. Là-bas, ils voulaient se ravitailler en médicaments dans un centre de santé, mais ils ont été repoussés par les forces de sécurité appuyées par 2 jeunes. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette session d'information. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. Sous le haut patronage du président de la République, la vice-primature du plan a organisé ce jeudi 18 juin 2020 la cérémonie du lancement du programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Présent dans la salle Salon Congo, le président Félix Tshisekedi a officiellement lancé ce programme. Et puis, coronavirus en République démocratique du Congo, jusqu'au jeudi 17 juin 2020, les cumuls des cas est de 5283, parmi lesquels 183 nouveaux cas confirmés. Le nombre de total des décès est 117. Enfin, délabrement de la route Matadi dans une avenue du quartier Grand Malik, l'équipe de BSC Télévision est allée faire les constats ce jeudi 18 juin 2020. Ce tronçon routier a urgemment besoin d'être réfectionné car il s'y crée des embouteillages capables de créer des accidents. Ici s'achève complètement ce journal qui a été présenté par l'ensemble de la rédaction de BSC Télévision. Restez branchés pour suivre la revue de presse avec Samy Bossongo. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nos salutations patriotiques à vous qui suivez la revue de presse de BSC TV de ce jeudi 18 juin 2020. Commençons notre revue de presse avec forumdesasso.org qui titre en sa page d'accueil: pour la 2e fois en 2 jours, le gouvernement étudie en profondeur le programme agricole post-Covid-19. Pour la 2e fois en 2 jours, enseigne le média en ligne, le gouvernement a passé au peigne fin le programme agricole d'urgence d'intervention post-Covid-19, un programme agricole présenté par le ministre de l'Agriculture Jean-Joseph Kasonga Mukuta. Pour ce faire, poursuit forumdesasso.org, le chef du gouvernement central Sylvestre Ilunga a réuni de nouveau plusieurs membres de son gouvernement le mercredi 17 juin à l'immeuble intelligent. Le site rapporte les propos de Kasonga Mukuta sur la rencontre. Nous citons: cette réunion avait pour objectif de prévoir ce qui peut arriver après la Covid-19. Tous les pays du monde sont déjà préparés pour ne pas exporter après cette maladie. Il fallait que nous puissions aussi nous préparer pour produire. Nous avons dans un premier temps réuni les moyens pour au moins 33 000 hectares à cultiver immédiatement pour le manioc, le maïs, le riz et les haricots. Okapi.net de son côté a écrit sur le rapport des 2 experts internationaux Bakr Wali Ndiaye et Sheila Bitwanti concernant la situation des droits de l'homme dans la région de Kasaï, qui ont effectué 2 visites en RDC en novembre 2019 et en janvier 2020. Le site onusien
notifie que ce désespoir ont fait savoir, mercredi 17 juin, que le phénomène n'est qu'un sapou et ses soubresauts ont quasiment disparu. Ils ont présenté leur rapport à l'occasion du dialogue renforcé sur la situation des droits de l'homme en RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Terminons la revue de presse de ce jour avec la prospérité online.net qui s'est intéressée au temps qui reste pour que le verdict du procès de 100 jours soit prononcé. Sous les titres procès de 100 jours, plus que 48 heures pour le verdict, ces médias en ligne écrits: la dernière audience foraine du procès 100 jours était consacrée aux réquisitoires du ministère public et aux plaidoyeries des avocats. Le jugement sera rendu ce samedi 20 juin 2020, exactement en 48 heures. Le prévenu Caméré, la grande vedette de ce procès, avait tenu ses ultimes propos. Ce n'est pas moi qui suis attaqué, c'est le président de la République et tout le monde peut le comprendre. Ça n'est fini avec cette revue de presse. Prochain rendez-vous demain à la même heure sur PCTV, la chaîne de l'émergence.